Un jour, alors que je travaillais dans la bibliothèque de Sequipo sur ma thèse, quelqu'un m'a dit « Vous êtes étrangère? Qu'est-ce que vous venez faire en Corée ?» Je voulais lui répondre quelque chose comme « Je suis venu apprendre la langue coréenne, découvrir mes racines et mon pays d'origine. » Mais je ne sais pas pourquoi je lui ai répondu « Je suis venu pour retrouver mes parents biologiques. » Alors, surpris de cette réponse, l'homme m'a dit de manière embarrassée « Et combien de temps comptez-vous rester ici ? » Tout le temps qu'il sera nécessaire. Je savais que ce n'était pas moi qui parlais, mais elle, c'est-à-dire cette part d'enfance coréenne qui avait grandi ici et qui, après m'avoir retrouvée, ne me lâchait plus. L'homme coréen qui m'avait adressé la parole était un témoin de Jéhovah. Et pour lui, en tant qu'étrangère isolée, j'étais une cible facile. Mais après ce bref échange, il m'a regardé différemment et a poussé sa curiosité jusqu'à me demander « Et en attendant de les retrouver, qu'allez-vous faire de tout ce temps ?»« Je vais me marier, lui a-t-elle répondu avec aplomb, et devenir maman, ça fera passer le temps. » Et j'étais un peu décontenancée par cette réponse et me trouvais moi-même gênée de dévoiler comme ça ma vie privée à un inconnu, qui plus est un témoin de Jéhovah. Il a esquissé un sourire, puis m'a souhaité bon courage, ce qui signifiait j'abandonne l'affaire, t'es trop bizarre pour faire partie de notre communauté. Après cela, j'ai perdu la clé USB sur laquelle j'avais rédigé une bonne partie de ma thèse, ainsi que des archives de la guerre de Corée que j'avais collectées lorsque je vivais encore en France. Ce que vous avez vu dans la vidéo précédente fait partie des rares vestiges que j'ai pu récupérer sur un autre disque dur. Et aujourd'hui, pendant que je lirai mon 7e chapitre, je vous montrerai également d'autres images d'archives pour illustrer mes propos. Ce chapitre décrit la manière dont la guerre froide a permis de véhiculer en Corée le concept de protection de l'enfance à l'échelle globale. Cette migration s'est faite en plusieurs étapes. 1. La division du pays en 1947. 2. Le déclenchement de la guerre en 1950. 3. Le rôle de la Croix-Rouge internationale. Aujourd'hui, nous allons plus précisément voir la première étape, c'est-à-dire celle de la division du pays. Après 1945, la colonisation japonaise prend fin et les troupes japonaises se retirent de Corée. Le pays fête alors son indépendance, obtenue grâce à l'intervention des pays alliés de la Seconde Guerre mondiale, à savoir les forces russo-américaines. Les populations coréennes exilées à l'étranger reviennent s'installer dans toute la péninsule. Beaucoup de ces personnes sont des hommes coréens qui ont été déportés au Japon pour des travaux forcés. Malheureusement, le sentiment de liberté fraîchement acquis s'estompe à la vue de l'occupation du territoire à la fois par l'armée russe et américaine. La paix en Europe demeure en réalité très fragile après 1945,
car les armées russes, qui ont fait une démonstration de force en repoussant les armées allemandes des territoires slaves occupés, vont y insuffler le modèle communiste qui déplaît fortement aux Américains. Staline affermit d'autant plus sa position de leader en se rapprochant de la Chine, qui vient elle aussi de remporter de son côté une belle victoire sur l'impérialisme japonais, dont les atrocités commises sur les populations civiles asiatiques sont comparables à celles des nazis en Europe. L'historien Chalmers Johnson écrit ceci. Établir lequel des deux agresseurs de l'Axe, l'Allemagne ou le Japon, fut le plus brutal à l'égard des peuples qu'ils martyrisèrent est dénué de sens. Les Allemands ont tué 6 millions de Juifs et 20 millions de Russes, c'est-à-dire des citoyens soviétiques. Les Japonais ont massacré pas moins de 30 millions de Philippins, Malaisiens, Vietnamiens, Cambodgiens, Indonésiens et Birmans, dont au moins 23 millions étaient ethniquement chinois. Ces deux pays ont pillé les pays qu'ils ont conquis à une échelle monumentale, encore que le Japon a volé plus et sur une plus longue période que les nazis. Les deux conquérants ont réduit en esclavage des millions de personnes et ont exploité comme main-d'œuvre forcée, et dans le cas des Japonais, des prostituées de force pour les troupes du front. Si vous étiez prisonnier de guerre nazie aux mains du Royaume-Uni, des États-Unis, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande ou du Canada, mais pas de Russie, vos chances de ne pas survivre à la guerre s'élevaient à 4%. En comparaison, le taux de mortalité pour les prisonniers de guerre aux mains des Japonais approchait les 30%. Fin de citation. Ainsi, dans le cadre de cette victoire partagée, les Chinois n'hésitent pas non plus, de leur côté, à afficher leur couleur politique dans les pays libérés à travers le portrait du chef révolutionnaire Mao Tse-tung. Staline, de son côté, présenté en héros libérateur, réussit le tour de force d'étendre son idéologie au territoire de l'Est libéré. La Chine en fait de même pour les pays asiatiques anciennement colonisés par les Japonais, ce qui augmente la pression entre les deux blocs. Pour les Américains, ces victoires ne correspondent pas vraiment à l'image de la paix qui s'était fixée, et c'est dans ce contexte de paix complètement instable européenne que prend racine la guerre froide de part et d'autre du globe terrestre. Je cite. En 1945, au début de l'occupation des Russes et des Américains, personne n'avait pensé diviser le pays en deux nations différentes. Voyager du sud au nord et inversement était chose extrêmement aisée. De nombreuses personnes le faisaient. Il y avait une délégation américaine en mission à Pyongyang. Il en avait été de même pour les Russes à Séoul. Les gens se déplaçaient sans le moindre problème d'une zone à l'autre. Mais avec le temps, les tensions entre les deux puissances se sont accrues. Les relations se sont durcies. Les pourparlers n'ont donné aucun résultat, et vers la fin de 1946 et de 1947, il fallait faire très attention lorsque vous déplaciez d'une zone à l'autre. Il fallait traverser de nuit. En 1948, les deux zones d'occupation sont devenues des pays très différents, ce qui a augmenté encore la tension. Fin de citation. La guerre froide est maintenant acheminée jusqu'en Corée, où les tensions s'aggravent jusqu'au point de diviser le pays en deux, départageant ainsi momentanément l'influence des grands vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, quitte à remettre à plus tard l'indépendance de la Corée. Je cite. Une autre désillusion attendait les Coréens. À la conférence de Moscou en 1945, l'Union soviétique, la Grande-Bretagne et les États-Unis décidèrent que la Corée ne serait pas immédiatement indépendante, mais qu'elle serait placée sous la tutelle de l'Union soviétique, des États-Unis, de la Grande-Bretagne et de la Chine pendant une période pouvant aller jusqu'à 5 ans. Inutile de dire que cette nouvelle provoqua la fureur de tous les Coréens. Qu'est-ce qui peut bien justifier une telle mesure ? En décembre 1945, la guerre froide était déjà commencée.
Churchill avait créé l'expression rideau de fer dans un télégramme du 12 mai adressé à Truman. Chaque camp redoutait que la Corée, devenue indépendante, bascule dans l'autre camp. La tutelle était une façon, comme l'a dit un diplomate, de garder un pied dans l'entrebâillement de la porte. Fin de citation. La guerre froide a choisi la Corée pour que puissent se mesurer des forces extérieures. Comment cela a bien pu se produire ? Est-ce qu'on a considéré le fait que, puisque ce pays se battait déjà depuis plus de 40 ans pour établir son unité territoriale, cela pouvait encore attendre un peu ? Il semblerait que, si l'on écoute attentivement les propos échangés en 1945, lors des négociations de paix, Moscou et Washington se chargeaient déjà de cette question en cercle fermé. Je cite Dean Rusk. Au cours d'une séance de travail de nuit, le colonel Bonsteel et moi, nous fûmes envoyés dans une pièce voisine afin de suggérer une ligne de conduite précise. Nous avons donc examiné la carte de la Corée et nous avons pensé qu'il serait bien que Séoul, la capitale, fasse partie du secteur américain. Alors nous avons essayé de regarder au nord de Séoul pour découvrir un lieu géographique quelconque qui se prêterait à une séparation. Mais il n'y en avait pas. Par contre, il y avait le 38e parallèle. Nous sommes revenus et nous avons proposé le 38e parallèle. Suggestion qui fut adoptée. Les Russes furent d'accord, mais le 38e parallèle résultait d'un compromis entre le département d'État et l'armée. Ce fut presque un hasard. Fin de citation. Suite à cette décision, les craintes en Europe de voir éclater une nouvelle guerre mondiale se font de plus en plus ressentir, notamment en France, à travers certains grands médias comme au cinéma ou bien à la radio française. Je cite Jacques Salabert. Vous savez, au moment de la défaite japonaise, la Corée a été partagée en 2 zones d'occupation. La zone nord a été confiée aux troupes soviétiques. La zone sud a été confiée à MacArthur, c'est-à-dire aux troupes américaines. Or, il était convenu que la Corée devait devenir un État indépendant. Jusqu'à maintenant, nous n'avons pas vu le début d'une telle réalisation, tout au moins la réalisation d'une telle promesse, car la politique suivie en Corée du Nord par les Russes et la politique suivie en Corée du Sud par les Américains n'ont jamais pu trouver un point de contact qui permette une entente entre Moscou et Washington. Jean-Michel Ertrich. Il y a une chose très importante. Les Russes viennent de décréter, il y a une 8aine de jours, la création d'un gouvernement démocratique indépendant de la Corée du Nord. C'est-à-dire qu'ils retirent leurs propres troupes soviétiques et ce sont les Coréens eux-mêmes, en principe, qui s'organisent. Il ne faut toutefois pas oublier que de nombreux techniciens ingénieurs s'occupent de l'industrie du pays. Le pays étant déjà fortement industrialisé du temps des Japonais et par conséquent, les Japonais gardent une mainmise sur les principaux facteurs de fonctionnement du pays. Jacques Salabert. Quelle est l'attitude américaine devant cette décision soviétique unilatérale ? Ertrich. Les Américains ont d'abord protesté contre cette décision, puis ils viennent de prendre eux-mêmes une nouvelle décision qui est de faire des élections dans quelques semaines dans la Corée du Sud afin d'établir eux aussi un second gouvernement démocratique. Salabert. Donc, nous aurons 2 gouvernements qui vraisemblablement ne seront pas d'accord ? Ertrich. C'est indiscutable, à moins que les communistes soient assez forts pour obtenir une majorité par un moyen ou par un autre dans la zone sud. Salabert. Comment se présente alors la force respective des partis politiques en zone américaine ? Ertrich. En zone américaine, il y a un imbroglio terrible. Il y a 250 partis politiques environ. Les Américains ont d'abord soutenu les partis d'extrême droite, puis ils se sont rabattus sur les partis plus démocratiques, en se rendant compte qu'ils faisaient fausse route. Ils avaient excité les Coréens contre eux, parce qu'ils avaient laissé au pouvoir d'abord les Japonais, qui avaient travaillé en Corée durant le temps de l'occupation, et ensuite des collaborateurs coréens, en particulier le chef de la police de la Corée du Sud,
qui a collaboré complètement du temps des Japonais. Salabert. Si je comprends bien ce que vous dites, les 2 ans d'occupation américaine en Corée n'ont pas été un succès? Ertrich. Non, on ne peut vraiment pas dire que ce soit un succès. Et même pour les correspondants américains qui étaient sur place en Corée, des journaux pourtant très tranquilles le font remarquer. Salabert. Donc, il y a de grandes chances que la Corée échappe complètement au contrôle américain pour devenir une zone d'obédience soviétique. Ertrich. C'est ce que craignent beaucoup de gens, étant donné justement l'organisation et la force des communistes, alors qu'il y a en face d'eux une extrême désorganisation, de très grandes difficultés de ravitaillement dans la zone sud, des grèves et des protestations continuelles contre l'occupation américaine. Salabert. Au point de vue de l'importance, quelle est la zone la plus riche, celle du nord ou celle du sud? Ertrich. Au point de vue industriel, c'est la zone nord la plus importante, mais au point de vue agricole, c'est la zone sud. Il est difficile que les 2 zones coréennes se passent l'une de l'autre. Salbert. Donc il faudra bien que la Corée retrouve son unité géographique et politique. Ertrich. Cela paraît indiscutable. Salbert. D'après vous, il y a de grandes chances pour que cette unité se fasse, alors sous le contrôle du gouvernement du Nord? Ertrich. Il y a de fortes possibilités. Toutefois, il faut tenir compte que les Américains sont extrêmement intéressés par la Corée, puisque c'est une tête de pont ancestrale du Japon vers la Russie et la Mandchourie. C'est d'ailleurs cela qui a créé les différends russo-japonais et même sino-japonais dans le passé. Le problème est de savoir si la Corée deviendra une tête de pont japonaise vers la Chine ou bien une tête de pont mandchoue vers le Japon. C'est exactement le problème. Talebert. Eh bien, attendons encore quelques mois pour voir comment ce problème sera résolu. Fin de citation. Les craintes françaises se fondent aussi parallèlement aux mesures de répression policière prises ensuite par le gouvernement sud-coréen avec l'appui des Américains afin d'endiguer les rebelles communistes. La chasse aux sorcières coréenne atteint son paroxysme le 3 avril 1948 suite à des émeutes qui éclatent sur l'île de Jeju. Je cite. En 1948, le gouvernement provisoire de l'armée américaine se retire pour transmettre le pouvoir à un président élu et largement poussé par les États-Unis, le nationaliste et anticommuniste Syngman Rhee. Le soulèvement de Jeju, sa répression coûta la vie à 14 000 jusqu'à 60 000 personnes. À l'époque, l'île compte 300 000 habitants. L'intervention de l'armée sud-coréenne est extrêmement brutale et cause la destruction de beaucoup de villages. Par réaction, elle suscite des rébellions dans la péninsule ainsi que la mutinerie de plusieurs centaines de soldats. La rébellion dure jusqu'en mai 1949. Le 3 avril 1948, à Jeju, la police a ouvert le feu sur des manifestants qui célébraient la résistance coréenne contre l'occupation japonaise. Les habitants ont réagi en attaquant 12 postes de police. Des combats ont éclaté, causant la mort de plusieurs dizaines de policiers et de civils. Les rebelles ont également incendié les centres de vote pour les prochaines élections et attaqué des politiciens ainsi que leurs familles. Ils ont lancé un appel à la population pour se soulever contre le gouvernement militaire américain. L'appel du Parti des travailleurs est bien accueilli par la population locale. Cet accueil est dû grâce au fort ressentiment envers les autorités, forces de police soupçonnées d'avoir collaboré avec les Japonais. La lourde imposition des produits agricoles joua aussi un rôle. Pour régler cette insurrection, le gouvernement envoie 3000 soldats du 11e régiment en soutien aux forces de police. Mais le 29 avril, des centaines de soldats se rebellent. Ils fourniront un nombre important d'armes légères aux rebelles. Suite aux élections du 15 mai, les rebelles tuent 35 policiers et extrémistes de droite. Le 16 mai, la police arrête dans les 2 villages 169 habitants soupçonnés de soutenir l'insurrection. Un rapport du colonel Rodwell Brown indique au mois de juin que 4000 personnes ont été interrogées par l'armée. Une armée démocratique du peuple a été créée en avril. Elle est composée de 4000 personnes. La plupart de cette armée est mal armée, mal équipée. 400 de leurs membres possèdent une arme à feu.
Le Parti des travailleurs compte alors 60 à 70 000 membres à Jeju, répartis dans chaque village dans les comités populaires. Le colonel Rodbell Brown va ordonner une intensification des actions, de sorte à couper la guérilla des villageois et à empêcher le ravitaillement des guérilleros. Cette manœuvre va lui permettre de continuer à interroger les prisonniers. 3000 personnes sont arrêtées entre le 28 mai et la fin juillet. Le lieutenant-général Kim Ik-hul, commandant des troupes sud-coréennes sur l'île, mena les négociations avec les rebelles. Il rencontra plusieurs fois Kim Dae-sam, un membre du Parti des travailleurs, mais ils n'aboutiront à aucun accord. Le gouvernement voulait une reddition complète, tandis que les rebelles demandaient le désarmement de la police locale, la démission de tous les fonctionnaires de l'île, l'interdiction des groupes paramilitaires et la réunification de la péninsule. Au moment où le soulèvement a eu lieu, la présence américaine sur l'île était limitée. Selon Jimmy Leach, un conseiller de la police locale, il y avait uniquement 6 Américains sur place, équipés de 2 avions légers L-4 et de 2 bateaux. Les Américains ont cependant joué un rôle en formant les forces armées locales et en fournissant des moyens de transport pour les troupes et le matériel, principalement en utilisant des avions C-47. Les journalistes du Stars and Stripes ont également rapporté en détail sur la répression de la rébellion par les forces armées sud-coréennes, le soutien populaire aux rebelles et les représailles contre les civils. Les Américains ont documenté les violations des droits humains, mais n'ont pas intervenu directement. Ce n'est qu'avec l'éclatement de la guerre de Corée que les États-Unis ont repris le commandement des forces armées sud-coréennes. Les craintes de voir éclater une troisième guerre mondiale se confirment le 25 juin 1950, lorsque la ville de Séoul, présente au sud du 38e parallèle, est envahie par des chars communistes nord-coréens. Les États-Unis, alors alliés du régime de Syngman-rhee, vont contre-attaquer, ce qui produira un effet domino, car la Chine, voulant défendre son précaré au nord, va envoyer des dizaines de milliers de soldats, pour la plupart impréparés à la guerre. Les Européens, dans un souci de confiner cette troisième guerre mondiale loin de leurs frontières et surtout de garantir le maintien de la paix, encore très fragile en Europe, vont également envoyer leurs troupes sous l'égide de l'OTAN. Nous verrons la prochaine fois comment les équipes de la Croix-Rouge internationale vont elles aussi être victimes de la guerre froide sur le territoire coréen, et à travers elles, le sort de la population des civils et plus particulièrement celle des enfants.